Salut mon Bob, donc on est en prise 2. Je suis en mode test. Mes amis, j'essaie d'être en live en même temps sur YouTube, Facebook, Instagram. Donc je pense que mon Instagram, ce coup-là, a fonctionné. Je devrais être en live également sur Instagram. Je confirme que je me vois ici diffusé en direct. Donc ça va démarrer également sur Instagram. La seule place que j'ai encore de la difficulté à diffuser en streaming, c'est sur mon réseau TikTok. Mais TikTok, on est en live de l'autre côté avec mon téléphone. Fait que pour les gens sur TikTok, vous n'allez pas voir avec qui que je vais parler. Si vous voulez voir les gens avec qui que je rencontre, vous allez entendre la voix, vous allez entendre les choses. Vous avez juste à aller vous connecter ensuite de ça sur mon channel YouTube. Donc, j'ai démarré depuis la semaine passée les lundis soirs policiers. Je sais que vous allez me dire qu'on est dimanche soir. J'ai un événement, je rencontre des investisseurs demain soir ici en Floride. Ce sont des Belges que je rencontre, donc j'ai dû reporter ma situation et on fait le tournage ce soir. Je suis en live pareil, mais la chronique, la vidéo va être ensuite de ça enregistrée, va être partagée sur mon channel YouTube et vous allez voir, ensuite de ça, j'en fais des chroniques durant toute la journée. Donc, mon nom est Maxime Ouimet, je suis le policier du peuple. La raison du pourquoi que j'ai démarré ce podcast-là, on voit une dérive totale et absolue des gouvernements, de la police, un système totalitaire solide qui se place au Québec. C'est la même chose aux États-Unis, mais on va parler pour le Québec. Et ce soir, on rencontre une Française que j'ai rencontrée dans un événement dernièrement ici à Miami, qui a quitté la France, qui est ici à Miami avec moi. Et on va la recevoir. On va être capable d'avoir l'information sur son feeling de comment ça se passe en France, pourquoi elle était à Miami et voir est-ce que c'est une démocrate ou une républicaine. Donc, je l'accueille immédiatement. Et salut à Bonsoir, toi. bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Merci beaucoup pour l'invitation et de m'avoir accueilli ici. Je suis très contente de parler. J'ai Ça me déjà fait fait tout à l'heure, plaisir. j'étais en interview et là, je refais, donc je suis très contente. Merveilleux. Donc, présente-toi. On s'est rencontrés dernièrement. Je me suis présenté à toi parce que tu as commencé à parler. Je t'ai entendu parler français. On était avec Jamie Levy à une manifestation contre qu'est-ce qui était les images sataniques aux Jeux olympiques de Paris. On s'est retrouvés à la même endroit et bon, mais j'ai réalisé que tu parlais français. Mon auditeur, mes followers au Québec, je suis connu parce que j'ai été le premier et fort possiblement le seul policier du Québec à dénoncer dès 2020 la pandémie, qu'est-ce qui se passait dans les hôpitaux, qu'est-ce qui se passait à l'interne. Et rapidement, j'ai été attaqué comme un lanceur d'alerte. Et présente-toi, les gens ne te connaissent pas. Donc, ton nom, tu as quel âge, de quel secteur de la France tu viens. Je te laisse la parole. Oui, merci beaucoup Maxime. Alors comme tu as dit, du coup, moi je m'appelle Carla. J'ai lancé, on va dire, il y a à peu près un mois et demi maintenant, ma page Instagram et un peu aussi sur X, et j'essaie d'être présente à peu près partout, qui s'appelle French Girl for Trump. J'ai 22 ans, je viens d'avoir 22 ans et je suis ici à Miami pour mes études, pour faire mon master Business Administration, mon MBA. Et donc voilà, comme tu as dit Maxime, on s'est rencontrés il y a pas si il y a assez peu de temps, du coup à la manifestation qui était en fait destinée à dénoncer ce qui s'est passé à Paris, parce que je viens de Paris également, je suis totalement une fille parisienne. La manifestation du coup pour dénoncer ce qui s'est passé à Paris pendant les Jeux Olympiques. Et j'ai toujours été extrêmement impliquée dans la politique, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours été plutôt une conservatrice en fait, même si je sais que c'est très différent oui, c'est très différent et original de voir ça, notamment pour une Parisienne qui est née à Paris et qui a vécu toute sa vie à Paris. Mais donc voilà, une petite présentation de moi, mais voilà. Et j'aime beaucoup ce que tu fais, et tous les jours, Maxime, tu présentes un contenu qui est vrai, qui est original,
et qui, voilà, qui en vaut la peine et qui est excellent pour ouvrir les yeux des gens. Oui, exactement. Toi, en étant française qui parle français comme moi, on voit que la grosse majorité de l'information, ou en tout cas les gros lanceurs d'alerte, que ce soit sur les picouilles, les morts soudaines, qu'est-ce qui se passe avec les deep state, c'est tout en anglais. On s'entend, c'est le mouvement Trump républicain. Est-ce que toi, tu te rends compte que la France, parce que nous, au Québec, on est 8 millions, vous êtes 66 millions en France. Donc, quand même, vous êtes beaucoup plus nombreux. Mais est-ce que tu te rends compte que la barrière de la langue fait en sorte que les Français sont aussi dans une bulle, qui sont pas aussi informés de l'information ou sont quand même assez éveillés? Non, moi je pense qu'en France, surtout après avoir vécu, là ça va faire 1 an depuis septembre que je vis du coup aux États-Unis et à Miami, je pense que le cas français est encore pire que le cas aux États-Unis, que le cas américain et en général l'Amérique du Nord. Parce que d'un point de vue français, comme j'ai dit précédemment, avoir vécu toute ma vie à Paris, j'ai grandi en fait avec voilà, une multitude de médias, mais j'ai vu que de plus en plus, en fait, on a une sorte de polarité de l'opinion qui fait qu'en France, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut tout simplement plus dire. Il y a beaucoup de choses à Paris qui sont interdites, hâte de dire, qu'il y a des choses que quand on essaie de faire comprendre ou quand on essaie d'avoir une opinion différente, on va très immédiatement, systématiquement, on va être exclu du groupe dans lequel on parle. Donc je pense que oui, le cas français, je pense pour ma part, et certainement le cas parisien, est pire qu'aux États-Unis au niveau de l'expression d'opinions différentes. Ouais. Donc, puis là, quand tu me dis d'avoir des opinions, est-ce que tu parles d'opinions politiques, mettons, si on parle de Trump, ou un peu qu'est-ce qu'on voit en Angleterre depuis les derniers mois? Si quelqu'un parle d'immigration, en Angleterre, les gens vont en prison présentement s'ils disent non, là, il y a trop d'immigration, il faut sauver notre pays. C'est des discours haineux, puis c'est criminalisé maintenant, là. Moi, pour moi, je pense que, alors déjà pour Trump, oui, pour Trump, ça a toujours été comme ça depuis 2016, hein, depuis qu'il, c'est pas nouveau, il y a toujours eu on va dire, pas une haine profonde, mais quand même une haine minime, on va dire, que ça soit par rapport à Trump ou que ça soit en général par rapport au conservatisme américain. Les partis conservateurs américains ont toujours été extrêmement mal vus en France, extrêmement mal présentés par les médias français, que ça soit la presse journalistique, que ça soit les médias, que ça soit la radio. Ça a toujours été une catastrophe. En ce qui concerne l'immigration, pareil, ça a toujours été un cas qui est extrêmement délicat, c'est-à-dire que dès qu'on a un journaliste français, la plupart des journalistes français qui reçoivent essaient de montrer soi-disant qu'ils sont pour la liberté d'expression, ce qui est un droit fondamental en France, mais en réalité, quand ils invitent dans des plateaux télé des personnes qui sont plutôt de droite, et ben directement, c'est une catastrophe. C'est limite dans l'insulte. Ils laissent pas les personnes qui sont de droite ou les politiques de droite qui viennent sur leur plateau s'exprimer pleinement. À chaque fois, ils sont coupés. À chaque fois, ils sont rappelés à des faits qui n'existent même pas. Donc, oui, moi, je pense que c'est... Et notamment par rapport à l'immigration, notamment. Parce que l'immigration en France, je pense que ça a toujours été présent, mais de plus en plus, on a des discours, en fait, dès qu'on dit qu'on est contre l'immigration, juste un minimum, et ben directement, on est directement mis dans une case d'extrême droite, de radical, enfin, ouais, donc c'est la réalité en France, ouais. Et c'était pas comme ça il y a 20 ans ou il y a 10 ans, ouais. Non, c'était pas comme ça. C'est en train de changer drastiquement. Bien Toi, ben, sûr. toute ta famille sont encore en France, secteur Paris. Tu dois avoir des échos. Est-ce que vous ressentez qu'un système socialiste communiste qui se met en place, mais de crédit, est-ce que vous sentez qu'un crédit social s'en vient dans la société avec l'argent numérique puis des contrôles de permission avec si tu es un bon citoyen puis un mauvais citoyen? Moi, je pense que déjà, comme j'ai dit, ça va faire 1 an que je suis à Miami. Et en fait, je dirais que
cet extrémisme, cette idéologie vraiment libérale et ce côté de gauche a commencé, moi, on va dire, avant que ma dernière année de mes études. Moi, j'étais dans une université qui est connue pour être très de gauche et pas neutre. Et ça commence avec les étudiants, en fait. Ça commence avec les étudiants qui sont endoctrinés dans des idéologies qui sont très anti-conservateurs, anti-tout. Et au final, après, ça monte en fait dans les générations et en fait, ça crée une bulle. Je pense que ça crée une bulle en France, c'est ça le problème. Et surtout, les gens en France ne veulent pas accepter la réalité du pays. C'est-à-dire qu'ils vont toujours vivre dans quelque chose qui est dans une fausse réalité. Et je pense que oui, ça se répercute sur toutes les parties de population et sur également tous les niveaux de vie. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des gens qui sont des banlieues parisiennes comme des gens qui sont de Paris et qui vont exactement avoir les mêmes opinions très de gauche, quoi. Pourquoi ? Parce que ça s'alimente et que c'est du bouche à oreille et que de plus en plus, voilà, on a des politiques et des communautés qui se forment et qui sont extrêmes. Hein. C'est pas de la droite, c'est pas de la gauche modérée. Hein. Non, pas du tout. Non. C'est une radicalisation complète. C'est ça les gouvernements font. Hein. Ils nous ont, avec la pandémie, mais c'est qu'ils ont vraiment magnétisé au maximum les absurdités qu'ils ont faites pendant la pandémie. Nous, au Québec, là, le Journal de Montréal ou les médias principaux nous disaient littéralement comment flusher notre bol de toilette. Hein. Il y avait des articles dans le Journal de Montréal qui disaient si vous avez des invités chez vous, n'oubliez pas de fermer le couvercle de la toilette avant de flusher parce que le tourbillon pourrait propager le COVID dans la salle de bain. Fait que, moi, je le disais à ces gens, au monde avant, c'est une technique d'abrutisation du peuple. À partir du moment que tu es capable de bourrer le crâne de ces gens-là, d'absurdité totale et stupide, ben, tu es justement en train de rendre ces gens-là de plus en plus abrutis. Puis, on peut un contenu de qualité pour s'élever psychologiquement. Et donc, le Québec, ça a été... souvent, je regardais ce qui se passait en France quand même sur les plateaux TV, Didier Raoult, ces choses-là. Je voyais quand même il recevait des gens quand même concernant la pandémie sur la picouille qui partageaient une opinion différente des commentateurs. Nous, au Québec, c'était zéro puis une barre. Hein. Ceux qui étaient éveillés concernant la pandémie puis la picouille, il n'y a personne dans aucun média, dans aucune entrevue, qui n'a jamais donné son opinion dans rien. C'est comme si tous les politiciens, tous les animateurs, tous les comédiens, artistes, tout le monde, c'était non, c'est une pandémie, il faut faire attention, il faut se protéger, puis protégeons grand-maman. Non, moi je suis totalement... en France, ça a été pareil. En France, on va dire que surtout par rapport à la vaccination, on a eu pareil le pass vaccinal qui était nécessaire à aller partout dans les restaurants. Enfin, c'était une catastrophe. Et je pense que pour moi, et même aux États-Unis notamment, ça a été beaucoup... on en a parlé beaucoup plus qu'en France. C'est que pour moi, en fait, c'est une violation des libertés individuelles par rapport au vaccin, par exemple. Pour moi, définitivement. Oui. Ben, je pense que tu es éveillé au même niveau que moi. On est par-dessus la violation des droits des personnes. C'est un programme de dépopulation. C'est un génocide orchestré dans le but de... Ils savaient très bien qu'est-ce qu'ils faisaient. Depuis 2020, depuis 2021, on avait déjà des lanceurs d'alerte chez Pfizer puis Moderna qui disaient non, il y a plein d'arrêts cardiaques, puis les gens vont tomber malades. Et malheureusement, ils ont continué à aller all-in sans prévention, sans protection. On picouille les personnes âgées, les femmes enceintes et let's go les enfants de 6 mois et plus. Fait que c'était sincèrement, volontairement dans un but de dépopuler la planète. Toi qui viens de Paris, puis ça fait 1 an que tu étais à Miami, est-ce que tu considères que Paris peut être dangereux? Est-ce que tu sens, toi qui es une jeune fille, une belle petite fille de 22 ans, tu te promènes à 8 heures le soir à Paris ou tu te promènes à 8 heures le soir à Miami? Quel endroit tu te sens le plus sécuritaire? Alors, ça peut paraître vraiment très choquant, mais moi, je me sens beaucoup plus en sécurité dans certaines zones de Miami qu'à Paris. C'est-à-dire que Paris,
et vraiment, je dis ça parce que ça me fait mal au cœur de dire ça, mais Paris, c'est devenu une ville où il y a certains endroits, une fille ou même un garçon, hein, c'est pas bon, une fille encore plus, mais il y a certains endroits à Paris où tout simplement c'est fortement déconseillé d'aller à 21h ou 20h. En fait, tout simplement quand il commence à faire nuit. C'est-à-dire que vous avez des bandes qui sont devant certains endroits ou certains bâtiments ou n'importe où, qui attendent à une seule chose, qui on va agresser. La seule chose qu'ils veulent, c'est la seule chose, leur seul amusement, c'est ils attendent qui on va agresser. Paris, malheureusement, c'est devenu comme ça. À part ça, on a aussi tout ce qui est agression au pickpocket dans les métros, les touristes. Là, quand c'était les JO, le nombre de vols qu'il y a eu pendant la journée, c'était même pas pendant le soir, c'était pendant la journée, j'y compte même pas. Parce que les touristes, et même les touristes américains, que ce soit du coup qui viennent des États-Unis ou dans tout le monde entier, surtout par exemple de l'Asie, la première chose quand ils arrivent, le guide leur dit faites attention à tous vos objets, ne prenez même pas vos objets tout ce qui est bijoux, voilà, ne prenez pas de liquide, ne prenez rien, parce que vous savez même pas si vous allez revenir de votre voyage avec. Et moi, je trouve personnellement que c'est pas normal pour une ville aussi belle que Paris d'avoir cette insécurité. Moi, je trouve que c'est totalement dérisoire et je suis pas du tout d'accord avec ça, non. Et tu me disais tantôt que ça fait comme 10-20 ans que l'éducation, vous avez comme remarqué que le socialisme a commencé à être introduit pour une pensée, de mettre dans la tête des étudiants, des universitaires, une pensée plus socialiste. C'est la destruction de Trump, dans le fond, qui sont les valeurs conservatrices de protéger les gens. Tu as 22 ans. Toi, Macron est arrivé en 2016 en France, président de la France. Oui, c'est ça, oui. Et là, du coup, ça fait 2 fois qu'il est président, oui. Est-ce que toi, tu avais remarqué que Macron était tombé président en même temps que Justin Trudeau, que Merkel, que bizarrement, c'était Hillary Clinton qui était censée. Tout le monde arrivait au même moment dans la présidence pour fort possiblement mettre un plan en match. T'es-tu arrivé à cette conclusion-là? Pardon? Es-tu arrivé à la conclusion, justement, que en oui, 2016, alors... là, tous nos beaux taupins qu'on a encore aujourd'hui, qui ont détruit tous nos pays, ben, c'est tous les mêmes qui sont arrivés au pouvoir au même moment. Encore une fois, hein, quand on fait, c'est ça en fait, c'est quand quelqu'un fait ses recherches, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'hasard dans la vie, et surtout par rapport pour le cas français en tout cas, et européen, mais surtout pour le cas français, Macron, je veux dire, c'est devenu on va dire un cas qui est quand même c'est l'un des seuls présidents, enfin pas l'un des seuls, mais c'est quand même un président particulier parce que c'est un président qui est à la fois autant détesté à droite qu'à gauche. C'est-à-dire qu'en France, quand vous écoutez les médias, que ça soit de l'extrême, vous avez Jean-Luc Mélenchon qui déteste les politiques qui sont menées par Macron, et vous avez Jordan Bardella, enfin pareil, c'est vraiment un cas particulier parce que c'est un président qui est détesté des deux camps. Et je pense que pour en arriver là, il faut vraiment... la politique qui a été menée pendant la présidence de Macron doit vraiment être... a vraiment été, du coup... pas la meilleure parce que quand même vous avez deux camps qui le détestent, et en plus de ça il y a les Français, alors les Français la classe moyenne, que ça soit les agriculteurs, que ça soit les classes populaires, que ça soit même les gens qui sont un peu plus aisés, tout le monde a la même opinion, surtout avec ce qui s'est passé avec Michel Barnier, c'est la dissolution de l'Assemblée, ne pas avoir de gouvernement, je trouve que c'est honteux pour un pays comme la France. Je trouve que c'est pas normal. Et là, il se passe quoi? Il me semble, j'ai vu en France qu'il y a ils sont pas en train de rassembler un nouveau gouvernement. Qu'est-ce qui se passe en ce moment live? Si. Alors maintenant, du coup, il y a eu la dernière, c'était Michel Barnier. Et encore une fois, moi, je trouve que pas que c'était c'est une décision en fait très simple et vraiment pour éviter les problèmes, ce qu'il a fait. Parce qu'il s'est dit, même si
constitutionnellement parlant, je dois choisir le parti qui a été le plus élu, c'est-à-dire au deuxième tour, un parti qui est extrêmement à gauche, malgré que ça soit à gauche, la Constitution et le droit quand même veut ça. C'est-à-dire que normalement, ça devrait être le parti de gauche qui devrait du coup être avec Macron. Alors que là, il s'est dit, bon, bah, je vais élire quelqu'un. Il a demandé à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui voulaient pas. Il y a beaucoup de personnalités politiques qui voulaient pas tout simplement être avec lui. Et il s'est dit, il a trouvé, bon, bah, du coup, bah, Michel Barnier qui, bon, est quand même un peu plus modéré et quand même a des politiques qui sont un peu plus, on va dire, neutres. Comme Macron, en fait. Comme Macron, et si ça passera, le peuple français, dans tous les cas, ça change rien parce que ils sont toujours pas contents. En France, les gens ils en ont marre. Ils en ont marre. C'est comme ça. Il n'y a rien qui peut changer. Ouais. Et comment ça, on est dans la même situation avec Trudeau au Canada, mais comment ça, Macron est encore là s'il perd ses élections, s'il n'y a pas de vote de confiance? L'Assemblée est dissolue, mais il est encore là. Cet employé-là des Rothschild continue à mettre le plan en œuvre. Comment ça qu'il est toujours là? Lui, il n'y a pas. C'est quoi votre solution en France à un moment donné pour comme dégager un gouvernement? C'est tout le monde subit encore et encore et jusqu'à temps qu'il. Bah, je dirais que déjà par rapport à subir. L'une des premières choses en France, c'est l'immigration. L'immigration, je pense qu'en France, elle est plus que choisie, elle est subie. Et par rapport au gouvernement, alors, bon, ma réponse, elle serait... J'ai deux réponses. La première réponse, ça serait un peu la réponse, on va dire, comique et historique. Donc, je pense que les Français sont connus pour être un peuple assez révolutionnaire. Mais je ne veux pas dire que je suis pour une révolution, absolument pas. Mais je pense que le peuple français devrait quand même... aux prochaines élections, s'il y a encore un espoir, mais aux prochaines élections, vraiment se demander vraiment quel est l'avenir dans lequel ils veulent vivre, tout simplement. Parce que l'état de la France, je ne dis pas qu'il faut une révolution, parce que quand même, ça serait appelé à la violence et personne ne veut de ça, mais je pense que le peuple français devrait vraiment se poser des questions et devrait se dire que là, il faut absolument implanter des mesures qui sont drastiques pour le pays, parce que ça soit en termes d'immigration, que ça soit en termes de politique sociale, que ça soit en termes de politique économique, la France ne va pas bien. Les Français ne sont pas contents. Et comme j'ai dit précédemment, ce sont des Français qui sont de classe moyenne, des Français qui sont de classe plus populaire et des Français qui sont de classe aisée. Et je pense que l'une des seules choses qui peut encore sauver, c'est vraiment que le peuple français s'unisse et qu'il se pose les bonnes questions lors des prochaines élections. Oui. Et là, tu me parles d'élections. Est-ce que tu crois encore au système électoral? Oh! Alors, parce que la dernière fois, Macron, là, pas cette élection-là, mais la fois d'avant, il avait gagné avec 66,6. Il avait défait Marie Le Pen. Fait que là, bizarrement, 66,6, c'est spécial que ça arrive comme à la virgule près à ce numéro-là. Et là, c'est ça. Donc, alors, je pense que les élections, on va dire que personnellement, je pense que ça peut encore changer dans le terme de conversations qui peuvent être présentes, on va dire, dans le supérieur, dans le gouvernement. Dans le sens où si le peuple français décide d'avoir quelqu'un qui est du coup plutôt de droite, voire le Rassemblement national, voire des partis comme ça peut peut-être changer les choses. Encore une fois, c'est pas de la certitude, mais je pense qu'il y a beaucoup de Français qui se dormiraient mieux la nuit avec peut-être un autre président ou présidente, mais en tout cas, je pense qu'on pourrait peut-être, pas tout, parce qu'il y a des mesures en France qui nécessitent au moins, je pense que 5 ans, c'est pas assez pour changer non plus tout un pays, mais je pense qu'il y a certaines choses, si un autre candidat est élu, qui peuvent peut-être changer, oui. En tout cas, par exemple, pour le ministère, pour des mesures qui sont surtout économiques, couper certaines aides, tout ce qui est allocation familiale, aide au logement, les logements sociaux, tout ça, c'est des mesures qui peuvent être
changer. Voilà, si un autre président, si un autre tu es président d'accord avec arrive. moi qu'il va falloir que ce soit des changements ultra drastiques. On ne peut plus faire dans la dentelle. Oui. On est rendu dans des cas d'extrême que le prochain premier président de la France qui arriverait là, il va falloir que ce soit un copier-coller de Trump qui arrive avec une politique qui est littéralement complètement à l'opposé de ce qui a été fait. Et je ne sais pas si tu as déjà vu, c'est un ancien soviète spécialiste dans le communisme qui a fait une entrevue, ça fait facilement 25 ans, qui avait parlé avec un animateur américain et il parlait de la technique de la Russie et de la Chine pour faire tomber l'Amérique, dans le fond. L'ennemi de la Chine, la Russie, ça a tout le temps été les États-Unis d'Amérique. Et ils mentionnaient que leur technique qu'ils utilisaient, parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas battre l'Amérique sur le front militaire, c'était la subversion du communisme. Donc, ils l'ont infiltré, nos gouvernements, nos organisations, l'FBI, la CIA, l'Interpol chez vous, toutes ces choses-là, pour le système éducatif, les DPJ, pour apporter le mouvement de gauche. Et lui disait déjà à l'époque de 25 ans, il dit ça se passe encore beaucoup mieux que qu'est-ce qu'on pensait. Lui s'était sauvé du KGB parce que là, c'était comme devenu un lanceur d'alerte. Il était réfugié ici, puis il dit ça se passe tellement mieux que qu'est-ce qu'on pensait qu'à l'époque, il disait déjà je pense que c'est foutu pour les États-Unis. Ça, c'est le 25 ans. Et il disait, lui, que pour transformer une société complète, ça prenait 25 à 30 ans. Ouais. Donc, aujourd'hui, mettons que c'est un président de la droite qui rentre en France et qui refait la politique complète. C'est 25 ans avant que la prochaine génération comprenne que finalement, c'est quoi les nouvelles valeurs. Ouais. Déjà, par rapport à deux points, pour moi, par rapport à la Chine, déjà, je pense que ça soit pour l'Europe ou que ça soit notamment pour les États-Unis, qui est encore un plus grand jeu, surtout économiquement, je pense que, comme tu as dit, en fait, la Chine, la meilleure façon et que ça soit, c'est pas juste pour la Chine, mais la meilleure façon on va dire, de réduire la puissance d'un pays, c'est par l'intérieur. C'est jamais par la guerre, c'est toujours par l'intérieur. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans le cas de la Chine, par exemple, ce qui se passe aux États-Unis, notamment dans les États comme la Californie, malheureusement, c'est qu'il y a de plus en plus, et ça, je pense, tout le monde le sait, c'est la drogue, c'est le fentanyl. Et d'où le fentanyl provient? De l'Asie. Et je pense que la Chine prend un pouvoir sur l'économie et sur la vie sociale américaine tellement grande que je pense que les gens qui vivent aux États-Unis, les citoyens américains, ne s'en rendent pas compte. Je pense qu'on devrait absolument limiter ou mettre des barrières, surtout économiques, par rapport à la Chine, parce que je pense que c'est une prise de pouvoir de l'Amérique qui n'est même pas en fait juste, tout simplement, qui n'est pas juste. Et aussi par rapport à la France et aussi par rapport aux politiques migratoires, j'avais oublié de dire que les Français, et je pense que aussi c'est les Européens, commence quand même de plus en plus à se réveiller, parce que je sais que aux dernières élections européennes, il y avait 36%, c'était l'immigration était le deuxième sujet le plus important pour les élections européennes pour les Français, derrière le pouvoir d'achat. Donc j'espère que les gens en France et surtout aux États-Unis se réveillent, parce que c'est vraiment... je vais peut-être utiliser un peu une expression familière, mais c'est foncer droit dans le mur, quoi. Vraiment. Est-ce que tu penses qu'il est déjà trop tard? Est-ce que je pense que les autres ont tort? Non, est-ce que tu penses qu'il est déjà trop tard? Pour les États-Unis ou pour la France? Non, pas pour les États-Unis. Les États-Unis, on va arriver sur ce sujet-là. On a un super sauveur qui est peut-être Trump, on va en parler. Mais pour la France, moi, je regarde ça aller. Ça fait des années que je le sais que, en France, Paris, il y a des ghettos.
Il y a des endroits que même la police ne peut pas aller parce que c'est rock'n'roll. Oh Problème là là, technique, ouais. ici, aux États-Unis, l'immigration massive illégale date juste depuis 4 ans, hein, depuis que les démocrates sont arrivés. Et Trump mentionne il a déjà nommé son ministre de l'immigration et c'est prévu que la garde nationale, tous les sans-papiers, ben, il va y avoir une grosse opération. Puis c'est pas caché, il dit clairement à chaque Mm. défilé, on va prendre tous les immigrants illégaux, on les repogne, puis on les archive dans leur pays. Puis il va le Mm. faire. Le problème que je regarde avec la France puis l'Angleterre, ça fait 20-30 ans, vous, que cette immigration-là se passe. Ouais. Ben, ces gens-là, ils ont des familles, ils ont eu des enfants, puis les enfants ont eu des enfants en France. Il n'y a plus personne qui peut être expulsé dans ces gens-là. Ils se sont rendus des Français. Moi, je pense que par rapport à ça, je pense que quand on a des personnes qui viennent de l'étranger, qui, bah, comme tu dis, ont des enfants, vont avoir des petits-enfants, euh, si ces petits-enfants, je pense que tout, bah, ça revient un peu en fait, ce que tu disais avant, c'est que je pense que quand on ne peut pas malheureusement faire quelque chose de ce groupe de personnes, ce qu'il faut faire, c'est appeler les forces, c'est-à-dire la gendarmerie, la police, et leur apporter du soutien. En France, le problème, c'est qu'on a un système immigratoire qui est totalement fracturé et également un système policier qui est fracturé. Donc, l'un qui doit, on va dire, punir l'autre, en fait, c'est totalement désordonné. C'est-à-dire que en France, et je pense aux États-Unis, ça peut arriver si éventuellement Harris, malheureusement, entre au pouvoir. Je pense que le problème, c'est que la police va perdre totalement contrôle sur tout ce qui est la délinquance, la migration, tout ce qu'on voit en fait en France déjà depuis des années. Et là, ça peut être très drastique pour en fait tout simplement l'Europe, mais également les États-Unis qui sont encore plus gros que l'Europe. Ouais. On parlait de police, vous appelez ça en France, c'est la gendarmerie. C'est quoi la relation entre le citoyen français et les gendarmes? Est-ce qu'il Oh. y a une politique? Comment que le français interagit avec la police? Il y a un respect? Vous les traitez comme la marde maintenant parce que tout est trop totalitaire, abusif? Parle-moi donc de votre relation entre citoyens et policiers. Alors, la relation entre citoyens et policiers, surtout pour moi qui ai vécu du coup toute ma vie à Paris, c'est tout simplement en un mot, c'est une catastrophe, dans le sens où la police en France n'est pas du tout respectée. La police en France est attaquée, la police en France est réprimandée. Et vous avez par exemple le pire dans tout ça, c'est que ça remonte en fait dans des instances gouvernementales. Il y avait pas longtemps, il y avait Christophe Castaner qui voulait s'excuser, qui voulait se mettre à genoux pour apparemment les violences que les policiers ont fait sur les citoyens, qui étaient des délinquants et qui faisaient des choses hors la loi d'ailleurs. Vous avez tout le temps, au moins 2 fois par semaine, tout le temps sur les routes françaises par rapport à la gendarmerie, refus d'obtempérer. Ils ne s'arrêtent pas quand la police tout simplement leur demande s'il y a il n'y a tout simplement pas d'ordre en fait par rapport à la police. La police n'est malheureusement pas respectée. Et le problème, c'est que le gouvernement, c'est-à-dire les instances qui sont au-dessus des citoyens, semblent être en faveur en fait non pas de la police, mais tout simplement qui devrait avoir d'ailleurs le monopole de la justice, enfin une certaine forme de monopole de justice, mais tout simplement et pour les citoyens qui souvent sont les agresseurs, les délinquants, ceux qui sont hors la loi. Donc en fait, c'est totalement un système qui est totalement cassé et il faut le réparer. La police doit avoir une certaine, on va dire, je pense que la police devrait avoir un certain respect et je pense que actuellement en France, ce n'est pas présent. Voilà. Je pense qu'actuellement en France, ce n'est pas présent. Moi, je regarde, bon, j'ai été 12 ans à la police, donc j'ai vu des choses, j'ai vu un comportement des citoyens changer, des jeunes avec l'arrivée d'Internet. À mon époque, si je me faisais intercepter par un policier pour une vitesse, quoi que ce soit, je chiais dans mes culottes, je shakeais, j'étais nerveux.
Et quand j'étais policier, ça m'arrivait de pogner des jeunes en voiture de 16 ans qui m'envoyaient chier puis qui me disaient c'est quoi ton crise de problème, puis tout ça. Puis là, je fais oh, à ta minute, là, toi, t'es un enfant, puis moi, t'es pas censé parler comme ça. Et j'ai vu une grosse différence. C'est sûr qu'avec les réseaux sociaux, les gens se filment sur YouTube, ça donne plus de couilles aux petits jeunes à nous intimider. Mais plus que j'ai avancé dans la police, et plus que qu'est-ce qui s'est passé avec le COVID, j'ai vu mes collègues faire des interventions illégales, d'intercepter des chars avec des gens de couleur noire juste pour les identifier, prétextant que c'était le COVID. J'ai vu des gens faire des perquisitions de drogue, prétextant que c'était un rassemblement dangereux pour le COVID. Donc, j'ai vu de mes propres yeux, à partir du moment que tu donnes plus de pouvoir à la police, automatiquement, ils vont l'abuser. Et quand ils abusent de leur autorité, ça fait en sorte qu'il y a des citoyens qui perdent complètement confiance et que le policier qui devient criminel et le gouvernement qui devient criminel, ça fait des citoyens qui doivent se rebeller contre un système qui est dysfonctionnel. Est-ce que tu considères que les gouvernements font exprès de créer, parce que là, plus que tu donnes de pouvoir totalitaire et abusif, les masques, les passes vaccins pour aller dans les restaurants, puis tout ça, là, il y a des policiers qui deviennent zélés avec ça. Fait qu'ils tabassent des citoyens pour des stupidités, puis là, tu as les citoyens qui disent non, là ça déborde, c'est pas normal qu'ils nous empêchent de respirer. Et là, on est rendu à l'étape, je peux pas respirer sans, tu sais. Fait que tu vois qu'ils font exprès, ils craignent les deux personnes. Ils donnent plus de pouvoir à la police, mais ils les protègent pas plus que ça quand ils sont dans le caca, par exemple. Ils les laissent s'arranger avec leur merde et ils font augmenter la criminalité. Puis les gouvernements font juste mettre de la pression sans arrêt pour que le bouchon pète à un moment donné, puis ça crée du désordre dans la société. Oui, totalement. Moi, je pense que avant de... Je pense que les gouvernements devraient... je pense que les gouvernements devraient quand même, par rapport, notamment par rapport au Covid et aux masques, tout ça, ça revient au gouvernement. C'est-à-dire dans le sens où la police, elle est au service du gouvernement. Si on a elle est censée. Si on a un gouvernement qui oppresse et qui qui condamne les gens parce qu'ils n'ont pas mis un masque et qui demande à la police de réprimander les gens qui n'ont pas mis un masque ou qui n'ont pas été vaccinés et ils ne peuvent pas rentrer dans un restaurant, je pense qu'entre la police et le gouvernement, c'est le gouvernement qui a un problème. Voilà, c'est-à-dire que je pense que, notamment avec le Covid, ce qui s'est passé, c'est que le Covid depuis le départ, quand il y a eu tout ça, les masques en France, on a eu des mesures qui étaient abominables, on va dire. Les gouvernements devraient, c'était une catastrophe et la police s'était désorganisée. Il y en avait qui justement étaient en faveur du coup de mettre des masques et d'autres ils disaient tout simplement je pense que c'est pas possible. Et quand on est un policier, on est surtout en France, on est entre les deux et on sait pas quoi faire, on sait pas comment réagir, on se pose des questions par rapport au gouvernement et par rapport aux citoyens et en fait mais en tout cas, pour moi, je suis pour que les gouvernements, par exemple, notamment le gouvernement de Trump, je suis pour plus d'armement, plus de sécurité et plus de soutien aux policiers et aux services militaires. Et oui, ça, je suis pour, oui, totalement. Si c'est juste, je veux, oui. Ouais, yeah! Regarde, on a trouvé ça hier, un beau petit billet comme ça. Et de l'autre côté, Trump 2024. Donc, dis-moi, pourquoi Frenchy Girl pour Trump? Pourquoi c'est ce monsieur-là qui est censé sauver la France aussi? Est-ce que tu mets tous tes espoirs sur le candidat qui est ici? Oui, j'ai toujours, en 2016, j'étais beaucoup plus jeune, hein, et je m'en souviens juste pour anecdote, et ça c'est une anecdote qui fait d'ailleurs partie du coup de mon histoire, mais qui est assez drôle, juste pour montrer à quel point I love him. Et je crois j'avais 15-16 ans, et en 2016 quand il avait gagné,
Et ça montre d'ailleurs comment les médias français et les jeunes sont influencés. Tout le monde dans ma classe et dans mes camarades et tout le monde en général, tout le monde était pétrifié. Moi, j'avais des gens qui pleuraient parce qu'il avait gagné. Et moi, je m'en souviens, je suis allée voir mon papa et on était en train de pleurer de joie parce qu'il avait gagné en 2016. Donc, moi, absolument, je veux qu'il gagne. Et surtout, là, je suis aux États-Unis. Alors là, ça va être, s'il gagne, ça va être encore plus. On est en Floride, État rouge. Waouh, là, ça va être une célébration. Ouais. J'ai toujours aimé Trump parce que je trouve que c'est un politicien qui a pas peur. C'est l'un des politiciens qui a pas peur du débat, qui a pas peur d'avoir des opinions qui sont différentes. Et je pense que ça inspire des gens. Moi, par exemple, ça m'a inspiré. J'ai toujours été, comme j'ai dit, j'ai toujours été de droite et conservatrice, mais lui m'a vraiment aidé à ne pas avoir peur, en fait. C'est surtout ça, parce qu'il lui-même, il n'a pas peur. Exact. Ben, qu'est-ce que je constate avec Trump, c'est que la vérité, c'est que c'est pas un politicien. C'est un homme du peuple, c'est un entrepreneur. Oui. Et bon, j'ai étudié Trump. Moi, là, en tant que Québécois, de 2016 à 2020, 2016, quand Trump a pris la présidence des États-Unis, parce que j'étais zéro conscient de c'était quoi la politique américaine. On s'entend, je regardais pas ça. Et je me suis dit, bon, ben ce gars-là, c'est un multimilliardaire qui a réussi tout dans sa vie, puis il veut péter le show avant de mourir. Il s'est dit, bon, mais tu sais, il avait fait une émission de télévision, puis tout ça. Fait que je me suis dit, bon, ben, tant qu'à avoir tout fait dans ta vie, puis tu veux montrer que tu es le king des kings, ben, yeah, tu rajoutes en plus, je suis président des États-Unis. Tu sais, sur ton CV, t'as coché pas mal de cases. Let's go. Milliardaire, il a un avion. Oui. Je sais pas. Et moi je l'ai vu 2 fois. Et vraiment, parfois, quand on voit des célébrités ou des personnalités politiques, là, c'est juste un ressenti personnel. Bon, on se dit, bon, au final, c'est une personne normale. Mais quand moi, je l'ai vu Trump, parce que la deuxième fois que je l'ai vu, j'étais au premier rang, j'étais à moins de 20 mètres de lui. Ça se voit que c'est quelqu'un, il a quelque chose, il a un charisme, il a quelque chose en lui qui fait que, wow, on voit que c'est quelqu'un qui est important dans la pièce. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont ça. Hein. Ou sinon, il faut savoir être vraiment... Et comme tu dis, moi, ce que j'aime, c'est qu'il est honnête et c'est vraiment quelqu'un, malgré le fait que, bon, il est milliardaire, il a été milliardaire avant d'être dans la politique, la façon dont il parle, c'est la façon dont tout le monde, chaque citoyen, même moi qui suis française, résonne, en fait. Et c'est ça qui est magique et c'est ça qui est bien avec lui. Ça se voit qu'il est pas... qu'il y a en fait, quand il dit quelque chose, il parle du cœur. Ça se voit. Et ça, on peut we cannot fake it. Non, exact. Ben, qu'est-ce qui arrive avec Trump et les gens, souvent, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, il est trop fendant, il se la pète trop. Puis c'est ça que les gens disent. C'est ça le monde qui ne l'aime pas, c'est à cause de ça. Mais les gens ne comprennent pas que. Moi, j'ai regardé Trump après ça à partir de 2020, puis il a fallu que je comprenne qu'est-ce qui se passe un peu dans la politique américaine. Et le bonhomme, là, ça faisait longtemps que lui, les conspirations là, sur Obama avec son faux certificat de naissance, que c'est pas un Américain, puis tout ça, ça a fait scandale à l'époque. On n'était pas au courant, mais Trump, il parlait à la radio, il parlait régulièrement, il disait j'ai des informations qu'Obama, c'est pas un vrai Américain, il n'est pas censé être là. Il a parlé plusieurs fois sur le World Trade Center, mentionnant c'est bizarre, c'est pas censé tomber comme ça, ces tours-là. J'ai passé ma vie à ces endroits-là. Donc, je réalise finalement que lui, en tant que personne très importante dans les finances américaines, à un moment donné, il a été conscient des élites. Il a baigné dans ça. Il a baigné dans Jeffrey Epstein, ces affaires-là, puis il a commencé à avoir beaucoup d'informations qui sont allées dans ses oreilles. Et ce monsieur-là, à un moment donné, s'est dit ça se peut pas. Ça se peut pas que ça soit aussi corrompu que ça. Puis il a placé ses pions pendant des années. À un moment donné, je sais qu'en plusieurs années, il y avait un Jesse Ventura qui a été gouverneur d'un État ici aux États-Unis. Puis c'est un ancien lutteur professionnel, cet homme-là. Et Trump avait été le rencontrer personnellement parce qu'il ne comprenait pas comment ça qu'un gars du peuple, un lutteur, toi, devenait gouverneur d'un État. Et Trump, à l'époque, là, une vingtaine d'années, il s'est dit, il est allé rencontrer et il a dit comment t'as fait pour devenir gouverneur? T'es pas politicien. Puis là, il s'est rendu compte c'est quoi la puissance du peuple, de parler avec son cœur.
Et fait que tu vois que Trump, il s'est rendu compte que les États-Unis s'en allaient vers une. Il le voyait. Là. En tant qu'homme d'affaires, là, à connaissant tout le monde, s'est fait OK, on va planter dans pas long. Puis je pense il a réalisé que c'était peut-être une des seules personnes aux États-Unis qui était assez riche, qui n'était pas corrompu, qui ne pouvait pas se faire donner de l'argent puis tout ça pour le détenir et le contrôler. Fait qu'il s'est dit non. Il s'est créé une équipe puis il s'est dit ben on met un plan en match. Est-ce que toi, tu crois au White Hat, à QAnon, ce mouvement-là qui serait rattaché à Trump, qui serait le mouvement militaire qui aurait démarré depuis 2016, mettons, pour renverser le Deep State à un moment donné? T'es où, toi, dans ton analyse de cette situation-là? Alors, pour moi, juste par rapport à ce que tu avais dit avant, il y a en général, juste Donald Trump, pour moi, il peut être résumé à, d'ailleurs, ça m'est venu quand justement tu parlais du fait qu'il était honnête et qu'il était vraiment du peuple. Il y a une citation de Platon qui dit que personne n'est plus détesté que celui qui dit la vérité. Exactement. Donc, Trump, voilà. Et donc, en fait, c'est ça c'est the quote that defines Trump, tout simplement, en fait. Et par rapport au Deep State et à l'inversion, moi, je pense que surtout aux États-Unis, je vois que j'ai quand même un espoir parce que je vois que de plus en plus de gens, surtout, en fait, ouvrent les yeux par rapport aux anciens politiciens, Clinton, voilà, tout ce qui s'est passé, Obama notamment. Je pense que les gens, quand même, surtout aux États-Unis, ouvrent un peu les yeux et se disent comment ils ont pu être manipulés en fait pendant des années. Et d'ailleurs, on voit ce qui s'est passé récemment avec un certain chanteur à Hollywood, et on voit comment tout ça apparaît alors que ça se passait pendant des années. Mais je pense qu'avec Trump, les gens ouvrent de plus en plus les yeux et se disent ah mais en fait toutes ces années-là avant lui, on a été manipulés, on a été submergé de fausses informations qui nous cachaient une vérité que tout simplement les gens qui sont en haut ne voulaient pas qu'on voit. Et je pense que oui, et je pense que c'est pour ça que Donald Trump est un personnage qui est très soit aimé, soit controversé, mais dans tous les cas, il est important parce que moi, je pense qu'il a ouvert les yeux de millions de gens sur des faits politiques, sur des faits sociaux. Enfin, c'est ça, he's amazing. Exactement. Ben, on n'avait pas le choix. Hein? Le grand éveil, moi, en 2020, quand il n'est pas devenu président, quand les élections ont été volées, bon, je regardais ça, puis je savais clairement que les élections avaient été volées. Je le voyais qui était en train de gagner haut la main, et tout à coup, à 3 heures du matin, les mail-in ballots ils ont commencé à rentrer, puis là, la tangente a changé. Fait que ça, c'était pas normal. Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, c'est la loi martiale. Il faut qu'on renverse le gouvernement illégal. Mais c'est vrai qu'en 2020, par exemple, les gens n'étaient pas... En 2020, j'étais éveillé, mais imagine qu'il n'y en avait pas beaucoup alentour de moi. Fait que mettons qu'il y aurait eu une loi martiale, un déploiement militaire, les gens auraient crié à Trump, c'est un dictateur, c'est un terroriste, il utilise l'armée, puis il a pris le pouvoir. Aujourd'hui, en 2024, j'ai vraiment conscience que là, les gens sont tellement beaucoup plus éveillés. Là, les morts du vaccin, les morts de la santé publique, Robert Jr. Kennedy qui dénonce les produits chimiques dans l'alimentation, l'ancien directeur du CDC qui a prôné les picouilles, tout à coup a reviré sa chemise de bord, qui dit non, c'est vraiment dangereux, on a commis. Donc, aujourd'hui, qu'il y aurait une loi martiale, les gens seraient contents. C'est comme enfin, tabarnak, c'est après ça qu'on attend, puis il faut sauver la planète. Puis, tu sais, en 2020, finalement, c'était trop précoce. Ouais. Ton call là, pour novembre, 5 novembre, il y a un ouragan qui s'en vient sur la Floride. Il y en a eu une il y a 2 semaines, Hélène, qui a frappé beaucoup la Caroline du Nord. Cette fois-ci, avec l'ouragan Milton qui s'en vient, elle semble nous frapper quand même de plein fouet. Quand même un petit peu plus au nord de Fort Lauderdale, mais Tampa Bay jusqu'à West Palm Beach dans sa direction de l'autre côté.
est-ce que tu penses que le Deep State vont tenter le tout pour créer le plus de chaos possible, que ce soit météorologique ou une troisième guerre mondiale avec... là, on voit que Russie-Ukraine, ça semble à s'essouffler un peu, mais là, c'est parti au Moyen-Orient avec le Liban, l'Israël. Ah, alors, moi, je pense tout simplement que... Je pense que les politiciens, et en général ceux qui ne veulent pas de Trump, je pense que ce mois-ci et jusqu'au 5 novembre, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent dans leur pouvoir pour stopper. Je pense personnellement, oui, absolument. Absolument. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment qui ne sont pas des coïncidences, parce qu'en politique, surtout en haut, tout est très calculé, surtout par les gens qui sont maintenant au pouvoir, à savoir les démocrates, à savoir... Harris, parce que Joe Biden n'est pas au pouvoir. Et je pense que oui, bien sûr, ouais, totalement. Est-ce que tu as vu justement la sortie de la conférence de presse de M. Biden? Selon l'analyse de plusieurs personnes à la politique qui mentionnent que M. Biden, finalement, on pense que c'est la marionnette du Deep State, mais il fait peut-être partie de la continuité de la gouvernance du président Trump pour continuer à exposer le plan. Et Biden, cette semaine, dans sa conférence de presse, a littéralement torpillé Harris. Tu l'as vu, il y a 2-3 semaines, il était allé à un rassemblement, puis il a mis une casquette Trump sur sa tête. Oui. Il a pris une photo avec plein d'enfants, puis c'était tous des enfants avec des photos avec Trump, le Terminator. Oui. Il y a des démocrates présentement aux États-Unis qui investissent des millions d'argent pour la campagne à Harris. Imagine le tata qui est président des États-Unis actuellement, comment qui détruit des millions investis. Jamais, c'est le président officiellement, là, sur papier, c'est le président des États-Unis, M. Biden. Il n'est pas censé avoir un conseiller de presse en tout temps à côté de lui. Tu ne mets pas ton doigt dans le nez, tu ne manges pas une gomme, ta cravate, parce que c'est l'image présidentielle. C'est impossible. Impossible que son secrétaire qui est à côté de lui, qu'il l'ait laissé prendre des photos avec tous des jeunes qui ont des chandails ultra maga. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et là, cette semaine, dans sa conférence de presse, il mentionne « Ah, je veux juste vous dire que tout ce qui s'est passé dans les 3 dernières années, mettons les 4 dernières années, sur la politique d'immigration, sur la politique de l'Ukraine, puis tout ça, les décisions ont toutes été prises en collaboration avec Mme Harris. » Oui, bien sûr. Elle qui essaie de dire « Non, moi l'immigration, c'est pas moi, puis tout ça. » Ben, il est en train de la détruire. Il est en train de nuire bien raide. Bien sûr. Enfin, je pense que c'est quand même... C'est quand même la plus grande humiliation qui puisse exister, que le président, sur le papier, comme tu dis, des États-Unis, met une casquette dans le jeu. C'est fou, moi je trouve. Moi je trouve que c'est totalement... Et ça prouve... Et d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que c'était juste après le débat. Il me semble que c'était même un jour après, mais je suis pas sûre. Et pendant le débat, je sais pas... Enfin, je pense que tout le monde a bien regardé attentivement. Pendant le débat, Donald Trump, il a dit « Vous voulez savoir quelque chose ? Secrètement, il l'aime pas. Que Joe Biden n'aime pas Kamala. » Oui. Et là, bizarrement, après ça, il commence à... Juste après, il met une casquette, ouais. Oui, ben, il détruit sa campagne totalement. Et là, cette semaine, Hillary Clinton, je vais te sortir ça, Hillary, elle a fait une entrevue médiatique et elle mentionne que le gouvernement, les médias traditionnels sont en train de perdre totalement le narratif de l'histoire et qu'il faut le plus rapidement possible s'en aller vers une censure absolue des réseaux sociaux. Ben, est en train de dire à tout le monde que c'est des communistes avancés, dangereux, puis que la vérité est en train de sortir, puis ils perdent le narratif. Si je ne me trompe pas, j'essaie de sortir la photo, mais je pense qu'elle est habillée tout en mauve également. Donc, puis elle dit dans cette entrevue-là qu'elle a faite aux médias, il y a beaucoup de choses qui vont sortir sur Harris dans pas long. Fait on est à quelques jours des élections. Colin Debin, si Mme Harris finalement est reliée avec des petites fêtes de chez PDD, puis peut-être des histoires d'enfants qui se promènent au travers des États avec du trafic, c'est impossible que cette madame-là devienne présidente des États-Unis. On s'entend?
j'espère absolument qu'elle va pas gagner et que tout simplement pas parce que j'aime pas le personnage, parce que j'aurais pu dire oui, c'est une femme. Je suis une femme, mais j'ai jamais aimé, j'ai jamais considéré quoi que ce soit. C'est pas parce que c'est une femme qu'elle doit gagner. Parce que si c'est une femme mais qui sait même pas s'exprimer durant une interview, ça peut pas être une présidente, même que ça soit une femme, c'est tout. Non, Et je pense que j'espère vraiment que Dieu, parce que moi je suis très spirituelle, j'espère que Dieu voit et j'espère que toute la corruption qui est présente dans le Parti démocrate sera exposée et tous les mensonges que ce parti essaie d'exposer à la population américaine seront mis en justice et que voilà, et tout simplement, et que I cross fingers for him. Définitivement. Et je vais terminer avec une question importante. Ça se rattache à la France, ça va se rattacher au Canada. Bon, on espère tous que M. Trump gagne les élections ici. C'est déjà prévu le grand ménage qui va se passer. Elon Musk qui est engagé pour couper le gras dans l'administration gouvernementale. Trop de fonctionnaires qui font rien, qui servent à rien, juste pour attaquer les peuples. Il va réduire ça de 80%. Hein. Donc, ça va... il y a beaucoup de gens qui vont perdre leur job, qui ont fait partie de la corruption. À partir du moment que Trump reprend le pouvoir en janvier 2025, combien de temps tu penses que toi, en France, ça pourrait avoir des répercussions sur les changements de la politique? Est-ce que tu te dis, Colin Debin, dans un an, on est sauvé, ou tu dis, ouais, ça va prendre au moins 5-10 ans, par exemple, avant qu'on commence à se positionner et changer les choses? Moi, je pense que au niveau social, je pense que ça, en fait, le seul problème, je pense que au niveau de la mentalité française, qui est très difficile et qui est connue pour être assez difficile à changer, je pense et j'espère que ça prendra 2 ans pour que au moins les gens se rendent compte de la dangerosité que peut être un gouvernement ultralibéral, dans le sens de la mentalité. Économiquement, je sais qu'il y a certains secteurs qui vont être impactés, tout simplement parce que Donald Trump, qu'est-ce qu'il veut? Il veut imposer certaines taxes à l'export et à l'import, notamment par exemple à l'exportation des produits français, donc type le vin, produits de luxe ou nourriture. Ça peut impacter, mais ce qui est important, c'est quand même de ne pas oublier que la politique que Donald Trump et que les États-Unis peuvent mener avec la France ensemble pour augmenter la prospérité des gens et des populations. Notamment, dans tous les cas, que ça soit un gouvernement dans quelques années comme le Rassemblement national qui devrait gagner, dans les deux cas, ils sont contre certaines choses, par exemple notamment l'immigration. Donc je pense que sa victoire, elle peut influencer, avant d'influencer économiquement la France, ça peut évoluer socialement, ça peut faire évoluer les mentalités françaises, notamment les jeunes. Oui. Es-tu d'accord avec moi, à partir du moment que Trump reprend la présidence, on s'entend qu'on ne peut plus aller dans la dentelle? Qu'est-ce qui s'est passé en 2020? Que je le dis toujours, que ça a été un génocide, ça a été une attaque de Big Pharma, ça a été une destruction de la population. On ne peut pas juste donner des claques ses doigts comme d'habitude. Souvent, il y a des scandales de corruption chez les gouvernements et finalement, les gens s'en tirent avec des « Ah, il y a un blanc, puis OK, il ne pourra plus faire ça. » Mais au niveau de ce qui s'est passé présentement, il va falloir que ça aille beaucoup plus loin que ça. Il va falloir que si les États-Unis reconnaissent finalement la dangerosité de la picouille, que ça a devenu un génocide, on parle de tribunal militaire. Je ne vois pas comment on peut tourner la page aux 4 dernières années en disant « Ah, ils ne savaient pas, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. » Moi, je vois, c'est impossible de continuer cette société-là dans un mensonge, dans une corruption totale d'un génocide qui s'est passé. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans les EHPAD chez vous en France? Le nombre de personnes âgées qui ont tué sur le médicament qu'ils ont donné à tout le monde, les ventilateurs.
Moi, personnellement, si je ne vois pas des gens se faire arrêter, des ministres, là, des ministres de la Santé, les premiers ministres, je vais tout le temps rester quand même avec un goût amer, comme quoi que il y a encore du spectacle. Il va falloir surtout donner l'exemple pour les 20, 50, 100 prochaines années. Si finalement, on laisse nos gouvernements, puis ces grosses sociétés-là qui ont tout l'argent du monde, faire qu'est-ce qu'ils veulent, Trump, il est là pendant 4 ans, mais dans 5 ans et demi, le même processus, il va être refait. Fait qu'il va falloir qu'il y ait des conséquences solides, des mécanismes que les peuples contrôlent, qu'à un moment donné, au palais, ce ministre-là, il est corrompu, puis qu'il y a des conséquences de prison à vie, là, tu sais, c'est... Non, je suis d'accord, je suis totalement d'accord. Après, je sais que Trump, alors j'ai pas de certitude. Ah, merci beaucoup, Bob. Je vois le chat. Merci, merci beaucoup. J'ai vu que Trump, il avait, alors encore une fois, je suis pas sûre, c'est juste parce que j'ai vu ça. Dans social media que Trump, l'une des parties de l'administration de Trump, ça serait justement d'arrêter ou de réprimander ou de juger tout simplement ou faire payer de l'argent. Je ne sais pas exactement dans quelle forme ça se ferait, mais de toutes les personnes qui ont essayé, surtout notamment au gouvernement américain actuel, qui ont essayé de détruire Trump, par exemple de fausses accusations, tout ça. Si ça va être fait, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que Trump fera un ménage, surtout avec Elon Musk, comme il a fait avec Twitter et X. Ça, c'est sûr, oui, je pense. Définitivement. Donc, un gros merci à toi de nous avoir donné un tempo de comment le ressenti ça passe en France, de confirmer finalement que à Miami, quand même, tu te sens beaucoup plus en sécurité. Puis Miami, on s'entend, c'est Miami. Que tu te sens quand même plus en sécurité que certaines zones de la France. Oui. C'est spécial à dire. Hein? Tu es un exilé, je suis un exilé, on est rendu ici. Toi, est-ce que tu imagines faire ta vie après ça en Floride une fois que ton visa étudiant va être terminé? Alors, déjà alors oui, alors moi c'est mon plus grand rêve, c'est de vivre aux États-Unis et comme je dis tout le temps dans my past life, c'est sûr que j'étais américaine, c'est pas possible. Donc mais j'ai toujours eu une admiration énorme pour les États-Unis, mais énorme. Et je pense que c'est un pays qui a énormément de richesses, énormément de choses incroyables à offrir et c'est un pays qui est tout simplement incroyable et c'est l'un de mes plus grands rêves d'être américaine, de contribuer au changement du pays et oui, c'est vraiment incroyable. Et surtout, ce que je voudrais dire vraiment, c'est que par rapport à la sécurité, notamment aux États-Unis, ça, je dis vraiment ça parce que j'ai constaté moi-même, ce qui est incroyable, c'est la liberté, le degré de liberté d'expression qu'on a et parfois la tolérance. Parce que, par exemple, le nombre de fois où j'étais à l'aéroport, je prenais l'avion et j'avais une casquette Trump. En France, ça ne serait pas possible. J'étais dans le métro un jour, j'avais une casquette Trump. J'avais très très peur. Heureusement, ma mère était là parce que sinon, seule, j'aurais eu très peur à Paris. Aux États-Unis, peut-être, il y aura des démocrates qui vont, insulter ou quoi que ce soit, mais je sais pas, je me sens beaucoup plus en sécurité, notamment pour exprimer mes opinions politiques. Oui. Est-ce que, je termine avec ça, est-ce que tu considères, parce que moi, au Québec, qu'est-ce qui est croyance en Dieu, qu'est-ce qui est côté conservateur d'une foi profonde, ça fait longtemps qu'ils ont fermé les églises, puis personne ne va là. Quand j'ai voyagé dans l'ouest du Canada, je me suis rendu compte que les églises étaient encore remplies de gens le dimanche. Et justement, bizarrement, en Alberta, c'est l'endroit que les mesures sanitaires ont été les moins drastiques. Et c'est un gouvernement qui est beaucoup plus pro-humain que qu'est-ce qu'on a vu dans le reste du Canada. Et ici, en Floride, ben, tu le constates, toi aussi, c'est christianiste énormément, mais je vois des jeunes qui sont pasteurs, qui vont vraiment à la messe ou qui vont dans des événements christianistes. Puis la mentalité américaine, ou en tout cas d'ici de la Floride, qu'on est entrepreneur, puis notre succès dépend de nos contacts, de nos ressources, de notre foi en nous. Et je m'en rends compte qu'ici, le fait est que tout le monde croit en Dieu,
Ouais, donne un aspect, ben à partir du moment que tu crois en Dieu, c'est parce que tu t'as décidé que le mal, le mensonge, la fraude, la corruption, ça ne fait pas partie de tes valeurs. Donc, si tu donnes ta ouais. foi en Dieu, ben logiquement, tu vas tout faire ce qui est possible dans ta vie pour apporter le bien, propager la vérité et aider les autres. Donc, tu le Mm. constates toi aussi quand même que il y a un phénomène où il y a une énergie qui est différente ici en Floride que dans nos sociétés peut-être qui ont perdu la foi à une certaine puissance divine qui est tout simplement le bien. Oui, totalement. Moi, je trouve que en France, voilà, je pense qu'en France, l'un des plus gros soucis, et ce qui est dommage, c'est justement aux États-Unis, tout le monde a un minimum de croyance en Dieu. En France, malheureusement, ça s'éteint malheureusement. Et j'espère et je prie et j'espère que ça ira mieux. Et j'espère en tout cas que dans quelques années, voilà, on va être plus tolérant à la religion, au christianisme, aux valeurs traditionnelles, parce que je pense que c'est très important. Hein. Je pense que oui, ça fait une bonne société en tout cas. Et en tout cas, je pense que chaque individu devrait croire à quelque chose. Je pense que c'est très important. Mm. Bon, mais je te remercie encore. On va Merci partager ce beaucoup. live-là. Qu'est-ce que je fais? C'est que je l'enregistre au complet. Ça va être sur ma chaîne YouTube. Et qu'est-ce que je fais Ouais. après ça? Ben, avec le lien YouTube, je le mets dans une intelligence artificielle. Ça va me sortir 10, 15, 20 capsules d'1 à 2 minutes que je Mm-hmm. repartage après ça dans mes stories sur Instagram et sur mon nouvelle page TikTok également, que c'est juste les petites capsules de quand je Mm-hmm. rencontre des gens. On est Ouais. des phares de lumière dans ce qui se passe. Plus qu'on parle du bien, plus qu'on donne de l'information, plus que les gens se rendent compte qu'il y a une corruption d'un gouvernement, puis il faut en parler, il faut arrêter de dire ah, Oui, on ne peut pas rien beaucoup. faire. Non, là, ça commence à être grave. Puis je pense que le mouvement, quand Trump va revenir, il va y avoir une accélération de la cadence de Ah, tous c'est ces historique, ouais. lanceurs d'alerte-là qui, depuis 4 ans, on se bat. Et là, on va avoir une force divine qui va arriver, qui va pousser en nous, puis qui va pouvoir nous permettre de mettre drastiquement des choses en place. Et dans chaque grosse crise viennent des opportunités. C'est dans ces opportunités-là que monsieur, madame, tout le monde vont être capables de se positionner dans des places, dans des gouvernements qui vont vouloir faire partie du changement. Et fort Ouais. possiblement que vous allez contribuer à un impact total qui vont changer la vie des 20, 30, 50 prochaines années des sociétés. Puis Totalement, ouais. on est Totalement. directement dans. On va bâtir ce futur-là. Mm. Bien sûr, oui, totalement. Et oui, oui, bien sûr. Et s'il y a des jeunes, je ne sais pas s'il y a des jeunes qui regardent ou si vous regardez, mais en tout cas, réveillez-vous et sachez que vous êtes la force la plus importante, l'une des forces les plus importantes pour le futur. Et il faut que vous vous réveillez. Il faut savoir que la politique, souvent, est très, très corrompue et il faut se réveiller et il faut stand for the right things. That's it. Voilà. Oui. Que Dieu vous protège tous. Je vous souhaite un excellent bon C'est ça, oui. dimanche. Passez une excellente semaine. Et prépare-toi à l'ouragan si tu n'es pas préparé. De la Oui, nourriture, oui, du là, canage. oui. Oui. J'ai déjà acheté beaucoup d'eau, mais tout à l'heure, genre, ou demain, je vais aller à Costco pour acheter des énormes gallons of water pour en avoir plein au cas où. Ouais. Bon, mais merveilleux. Je te souhaite une excellente soirée. Ouais, merci beaucoup. Merci à tous. Bye bye tout le Merci. monde. Bonne nuit. Merci. Au revoir. Bisous. Au revoir.